Et donc, avant de démarrer le conseil, je voudrais passer la parole à sa demande à Madame Elfadi. Je vous passe la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Je voulais vous parler parce que c'était pour vous remercier ce que vous avez fait les 16 et 17 septembre, d'avoir prêté la salle pour réaliser cette collecte. Donc je tenais à vous remercier chaleureusement, à vous et toute votre équipe, et notamment à l'équipe de communication. Voilà. Merci beaucoup. Merci, et merci à vous aussi d'avoir pris l'initiative de votre côté à titre individuel, personnel, d'avoir fait cette collecte pour le Maroc. Donc avant de démarrer le conseil, je vous précise qu'on a une panne de transmission sur Facebook, donc malheureusement, sauf si ça se rétablit en cours de conseil, on va démarrer le conseil, on va attendre quand même l'heure fatidique, on va laisser les 2 minutes, on va attendre 19h, et dans 2 minutes on commencera le conseil, donc avec ou sans diffusion. Ça n'a rien d'obligatoire. Par contre, on peut quand même enregistrer les débats pour le rapport notamment. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc il est 19h et j'ouvre la séance du conseil municipal du 25 septembre 2023. Et donc je vais commencer par l'appel. Donc Madame Lesbat, Monsieur Lureau, Madame Brochard, Monsieur No, Madame Vinter, Monsieur Verdon, Monsieur Messaï, Madame Goury. Alors Madame Abadi est absente à les procurations, Monsieur No, Madame Foran, Monsieur Maître est absent en procuration. Madame Larry a donné procuration à Monsieur Lureau. Monsieur Koyak a donné procuration à Monsieur Verdon. Monsieur Vidou a donné procuration à Madame Meurin. Madame Meurin. Madame Maury a donné procuration à Madame Foran. Monsieur de la Victoire. Madame Dauvilliers Evelyne. Monsieur Dauvilliers Claude. Monsieur Mathieu Cholet. Madame Claric Bosch. Monsieur André Lebègue. Monsieur Colombo. Madame Boniface est absente, a donné procuration à Monsieur Colombo. Madame Elfadi. Monsieur Aguerre est absent, a donné procuration à Madame Lesbat. Madame Malada est absente, a donné procuration à Madame Brochard. Et Monsieur Nicolas est absent, a donné procuration à Monsieur Claude Dauvilliers. Je vous propose de nommer en secrétaire de séance Madame Catherine Brochard. Tout le monde est d'accord. Merci. Donc Madame Brochard, secrétaire de séance. Je vais passer la parole à Monsieur No pour 2 communications. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai 2 communications à vous faire. Une communication sur la rentrée scolaire 2023 et une communication sur les escales de l'éducation. Alors, avant toute chose, pour la rentrée scolaire, au nom de l'équipe d'Alain Garnier, je me permets de remercier tout le personnel de l'espace jeune qui travaille régulièrement pour préparer cette rentrée scolaire. Je pense en particulier à Madame Toustou, Madame Cobé,
Madame Bernot, Madame Bachelet, Madame Lacombe, ainsi que les équipes d'animateurs qui préparent en amont les rentrées scolaires pour faire que celle-ci soit toujours une réussite. Alors, la rentrée scolaire, en chiffres, je vous donne des chiffres. Cette année, 750 enfants fréquentent nos écoles. Ils sont répartis dans 32 classes. 155 enfants sont inscrits à l'école maternelle du Parc, répartis dans 7 classes, avec un effectif moyen de 21 élèves par classe. 130 élèves sont inscrits à l'école maternelle de la Plaine. Ils sont répartis dans 6 classes, avec un effectif moyen de 22 élèves par classe. 450 enfants sont inscrits à l'école élémentaire du Parc. Ils sont répartis dans 19 classes, avec un effectif moyen de 24 élèves par classe, en sachant que cette année, on a perdu une classe. De 20 classes, on est à 19 classes. Les bus, 5 bus véhiculent gratuitement nos enfants matin et soir, tous les jours de la semaine, avec une moyenne de 35 à 40 enfants par bus. 750 enfants mangent régulièrement à la cantine tous les jours. 23 animateurs, titulaires et contractuels, animent tous les jours, avec bienveillance et empathie, nos structures d'accueil municipales. Cette année, on a 100 élèves, 100 enfants qui fréquentent les accueils loisirs du mercredi. Une information sur les escales de l'éducation. La ville d'Artigues-près-Bordeaux hébergera le 9, 10, 11, 12 octobre 2023 les escales de l'éducation en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, le département de la Gironde, pour une réflexion-action sur les thèmes suivants. Quel type d'homme pour quel type de société, avec quelle stratégie éducative pour préparer aux enjeux de la transition écologique et aux enjeux sociaux qui nous attendent au XXIe siècle. Cette escale est ouverte aux collégiens, est ouverte aux lycéens, aux animateurs du département qui sont inscrits à cette réflexion. Merci. Merci M. No. Et maintenant de communication de Corinne Esmat. Alors, quelques communications sur le démarrage de la saison culturelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez la plaquette là, qui a été distribuée ou qui est encore en train de se distribuer, je ne sais pas, donc est plutôt vitaminée. Juste dire qu'il y a une grosse nouveauté dans cette plaquette, c'est la mise en place d'un groupe citoyen participatif pour participer justement à l'élaboration d'une future saison culturelle, mais aussi pour compléter celle de 2023-2024. Donc ce groupe devrait commencer à se réunir très prochainement. Et s'il y a encore des gens intéressés, il n'y a pas de souci, il suffit que ces personnes nous contactent. Quelques dates rapides, il y en a une ce vendredi à Fédot avec les funérailles d'hiver avec la compagnie L'Incertitude. Il y a le 7 octobre quelque chose d'un peu particulier, c'est un spectacle dans un quartier, et c'est le spectacle dans le lotissement de la Ferme, avec les Arts de la rue et la compagnie Octo. Le spectacle s'intitule « Formule magique pour un film qui marche ». Et ce même jour, dans la foulée, on pourrait continuer à la médiathèque, puisque c'est la nuit des bibliothèques, avec en particulier aussi une compagnie, Diversens, qui est une compagnie artiguaise, avec un spectacle dans la médiathèque qui s'intitule « Le Délit 1 ». Voilà pour quelques spectacles prochains dans les 15 ou 3 semaines qui suivent. Et aussi 2 animations transition écologique importantes dans le cadre des ateliers de la Maison Éco. Ces 2 ateliers seront à la médiathèque. Il y en a une qui est... Les 2 peuvent... D'ailleurs, il est plutôt conseillé de faire les 2. C'est la fresque du climat. Ça sera donc un atelier participatif. Et le 2e atelier, c'est le bilan carbone. Voilà, dans les 2 dates, c'est le 14 octobre et le 21 octobre. Voilà pour les quelques communications. Merci Mme Lesmatz. Donc nous passons maintenant au tableau des décisions. Donc tous les élus ont le tableau des décisions. Je vais commenter rapidement. Donc on a le fonds, le FDEC, un fonds départemental d'aide à l'investissement des communes pour 34 912 € cette année. Nous avons 4 contrats de cession pour des spectacles.
Nous avons la convention signée avec la fourrière SPA, comme tous les ans, à 65 centimes d'euros par habitant. Nous avons convention d'occupation du local cuisine de la structure Marie Curie, donc nous reconduisons pour 3 ans de mémoire, pour 800 euros par trimestre, et la convention d'occupation des locaux de l'ancienne école Bel Air, donc dite la Bel Air, pour jusqu'à la fin de l'année, pour 3 435 euros par trimestre au total, hein, selon les occupants. Voilà. Donc, tableau des décisions, et nous passons maintenant aux délibérations. Donc la première délibération concerne l'approbation du PV, du procès verbal de la séance du Conseil du 26 juin. Donc on la met maintenant, vous le savez, sous la forme d'une délibération. Est-ce que vous avez des remarques? Non, je n'en vois pas. Si, Monsieur Cholet. Bonsoir, Monsieur le maire, bonsoir, chers collègues. Juste pour prévenir que nous nous abstiendrons, puisque par rapport à nos idées précédentes, l'inutilité de la délib pour voter le PV. Très bien. Allez, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc, 6. Et qui est pour? Donc, à la majorité, la délibération numéro 59 est adoptée. Délibération suivante, alors, c'est une délibération numéro 60, qui est donc relative à l'autorisation de signer une convention avec CPCV, hein, Coordination pour promouvoir les compétences et le volontariat, Aquitaine, donc en vue d'accueillir un service civique. Hein, c'est un service civique pour la médiathèque, pour répondre à un besoin d'animation d'ateliers autour du multimédia et du numérique. Donc c'est 28 heures de travail hebdomadaire pour 8 à 10 mois. Et donc le coût pour la commune est de 188 euros, avec une part donc faible, mais qui n'est pas la seule part, hein, qui est la part de 113 euros qui sera directement reversée aux volontaires, une part qui est le frais administratif qui est versée à CPCV, mais CPCV reverse aussi une partie, bien sûr, une somme autre via la région Nouvelle-Aquitaine, je crois, pour ce service civique, hein, puisque le montant est plus élevé. On a tout à l'heure, Madame Lesbat, une délibération où on voit que les montants versés sont plus importants. Avez-vous des questions? Monsieur Cholet. Merci, Monsieur le maire. On a reçu un mail en date du 21 septembre relatif justement à cette délibération qui nous précisait qu'il y avait, mesdames, messieurs les élus, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la modification apportée à la délibération 2023-60. Vous souhaitant bonne réception bien cordialement. Il n'y a pas de pièce jointe dans ce mail. Donc est-ce qu'il y a une modification substantielle? C'était simplement, quand on avait fait la commission, il y avait la somme, donc les 113,02 € plus les 75 € qui sont maintenant dans la délibération que vous avez dû avoir. Okay. Voilà, il manquait ce total, c'est en blanc, donc vous avez maintenant 188,02 €, c'est juste de la forme. Hein. Et donc le montant qui lui est versé, 113,02 € qui n'était pas noté non plus, mais il n'y a pas d'autres modifications, c'est juste de pure forme. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et donc l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Délibération suivante. Donc c'est la délibération annuelle qui crée des postes d'agents non titulaires pour ce qu'on appelle l'accroissement temporaire d'activité au titre de 2024. Donc nous proposons tous les ans, bien sûr, cette délibération. Donc elle est récurrente, donc tous les postes qui peuvent être soumis à l'accroissement temporaire sont cités. Donc en fait, on a pris pratiquement tous les postes de la collectivité pour se prémunir d'un accroissement, parce que par définition, il est toujours difficile de savoir précisément à quel endroit on pourrait avoir un accroissement temporaire, même si bien souvent c'est plutôt dans le domaine lié aux enfants, puisque les variations, notamment au périscolaire, au temps méridien, sont toujours d'une année sur l'autre, elles sont variables par nature. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Cholet, je peux répondre à une demande que vous aviez en commission sur le nombre d'employés d'accroissement temporaire qu'on avait eu en 2022. Donc je vous donne les éléments. Dans le domaine de l'enseignement, donc c'est l'école d'art, on a vu un effectif, espace vert, un effectif, maternelle, donc c'est ATSEM, un effectif, médiathèque 2,
périscolaire 14 et temps méridien 4. Je peux vous faire passer si vous voulez les éléments. Voilà. Donc ça fait 23 au total. Y a-t-il des questions? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Bien. À l'unanimité, la délibération 61 est adoptée. Merci. La délibération 62, donc c'est aussi une délibération classique qui concerne la mise à jour du tableau des effectifs avec des créations et fermetures de postes. Donc en pratique, il n'y a pas de nouvelles créations ou d'augmentation des effectifs ici, ce sont simplement des avancements de postes ou des recrutements sur des postes un peu différents. Donc nous avons 4 considérants sur des agents, sur des techniciens, sur des adjoints administratifs, technicien principal, etc. Donc vous avez dans la délibération les 4 postes, on l'avait évoqué en commission, les agents concernés, mais ça reste dans le cadre de la commission. Ce qui compte ici, c'est de voir que voilà, il y a des mouvements classiques de personnel, rien d'extraordinaire dans cette délibération. Est-ce que vous avez néanmoins des questions? Oui, Monsieur Cholet. J'ai l'impression que c'est que moi qui parle ce soir. Oui, une question, monsieur le maire, s'il vous plaît. Vous avez annoncé dans le bulletin municipal, dans le journal de la commune, que nous avions 4 policiers municipaux. Et dans ce tableau, on n'en voit apparaître que 3. Donc je crois que c'est Mickaël, c'est ça qui s'en va. On a 4 agents en fait. Oui, dans le bulletin. Pardon, je vous laisse finir votre question. Dans le bulletin, vous précisez 4. Et à la lecture du document relatif, je suis bien sur la 62. Hein. Oui, tout à fait. Bien sur la 62. Dans le tableau des effectifs, quand on regarde la partie police municipale, on a un brigadier chef et 2 gardiens brigadiers. Ce qui fait 3 et non 4. Est-ce que vous avez des informations? On a aussi un ASVP qui est Madame Sandra Valverde, qui doit être. Alors, vous me posez une colle comme ça, mais je ne sais pas si quelqu'un saurait répondre, mais elle doit être dans un autre cadre d'emploi qui est peut-être agent technique, mais on a bien toujours 4 personnes, donc on a 3 policiers municipaux et une dame qui est ASVP. Parce qu'on a entendu parler 4 agents, vous avez 4 agents qui travaillent à la police municipale. Parce qu'on a entendu plus, on a un parler départ d'un agent, mais on a un voilà, recrutement, comme ça arrive sur d'autres postes. Oui, parce qu'on a un départ d'agent d'agent qui sera remplacé. Si c'est ça. D'accord, c'était la question. Remplacé avec le temps, le délai de recrutement. Donc là, on a déjà des. Ok. On a également eu vent, monsieur le maire, du départ de Ralid, pour des raisons qui sont les siennes, a priori, si je ne me trompe pas. Et la question est la suivante, puisqu'il avait en charge le PIGE, est-ce que vous savez qui va le remplacer? Le pôle information jeunesse. Point information jeunesse, donc là, pour l'instant, c'est difficile d'évoquer des agents nominativement, mais je suis désolé parce que j'ai pas son nom de famille. Oui, donc il n'y a pas de départ d'agents aujourd'hui, il y a des situations différentes d'agents, mais il n'y a pas de départ. Donc sur le PIGE, nous travaillons effectivement en fonction de l'évolution de la situation personnelle des agents à un remplacement pour ou une autre activité en interne. On a plusieurs possibilités et recherches, mais c'est un sujet qui est un peu délicat à aborder ici, compte tenu que ça concerne des agents à titre personnel. Et c'est pas effectivement, aujourd'hui, je ne confirme pas qu'il y ait un départ d'agent. Ou alors je n'ai pas été prévenu, mais aujourd'hui, je n'ai pas de départ d'agent. Nous, c'est les échos que nous en avons. Après, on peut se tromper, on n'a pas les éléments. Mais il semblerait qu'il y ait effectivement au service animation des mouvements d'agents. Pas l'agent dont vous parlez en tout cas. Voilà. Il y a d'autres agents qui sont partis, qui font de la dispo, mais comme dans tous les... Comme ça arrive classiquement, là, on vient de les voir, que ce soit à l'accueil, au service technique, des agents partent, des agents reviennent. Voilà. Il y a des mutations, il y a des mouvements divers et variés dans une administration de 150 personnes, c'est tout à fait classique. Merci, monsieur le maire. Bien, il faut quand même passer au vote. Donc, alors, je mets cette délibération au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, cette délibération est adoptée. Je vous en remercie. Et je passe maintenant la parole à monsieur Messaï pour la délibération 63. Merci, monsieur le maire. Pardon.
Donc la délibération 63, donc relative à la création d'un groupement de commandes entre la ville d'Artigues et le CCS, convention donc de groupement de commandes. Alors pour poser le contexte, 63. Ah non, pardon, c'était 64. Donc la 63, elle est là. Non, j'ai inversé, puisque j'ai 2 délibérations coup sur coup. J'ai quand même dit l'intitulé exact de la délibération avant qu'on me corrige. Hein. Donc délibération 63 sur la majoration de la cotisation due au titre des logements meublés non affectés en habitation principale. Alors, l'État nous autorise depuis peu, et le nouveau ministre des Comptes publics bordelais peut en témoigner, de la possibilité pour les collectivités territoriales de faire évoluer la taxe d'habitation, donc taxe d'habitation qui est supprimée pour toutes les résidences principales, hein, on est bien d'accord. Là, il s'agit de la taxe d'habitation pour les logements meublés non affectés en résidence secondaire. Donc c'est le seul cas où demeure encore cette taxe d'habitation. C'est quelques cas à peine à Artigues, hein, mais néanmoins cette possibilité nous est offerte. L'État prévoit une possibilité pour toutes les collectivités d'augmenter cette taxe d'habitation entre 5 et 60%, si et seulement si plusieurs critères sont remplis. Donc, le premier critère, c'est la tension sur le logement, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à faire évoluer cette taxe d'habitation. Donc, on est à Artigues, comme au sein de l'ensemble de la métropole, dans une zone très tendue sur le logement, dans une zone où la production de logements est tout à fait insuffisante. Pardon, j'ai plus de voix. Tout à fait insuffisante au regard des demandes, tant dans le logement libre que dans le logement conventionné, donc le logement social. Il y a aussi donc un autre point, deux autres points qui sont prévus par l'État, c'est le prix élevé des acquisitions et le montant par ailleurs aussi des loyers. Donc ces critères, l'ensemble de ces critères réunis, l'État nous dit vous avez cette possibilité-là de faire évoluer cette taxe d'habitation uniquement pour les résidences secondaires. Donc cette taxe peut augmenter énormément jusqu'à plus 60%. Nous, on a souhaité que la ville puisse continuer à avoir cette capacité à faire et d'utiliser tous les leviers pour que notre commune ait cette capacité à faire, et d'autant plus en permettant donc un retour sur le parc de ces logements non affectés. Donc, on n'a pas opté pour une fiscalité scélérate ou excessive à hauteur de 60%, sachant que globalement, beaucoup de communes, le bassin d'Arcachon a choisi 60% systématiquement. Donc nous, on a eu une position de tempérance un peu plus nuancée en proposant donc une augmentation de la fiscalité de 30%. Et donc aujourd'hui, il vous est proposé donc de voter cette majoration de la part communale et de charger évidemment Monsieur le maire de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette délibération, Monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Colombo d'abord et Monsieur André après. Dans l'ordre de ce... Merci, Monsieur le maire. Plusieurs questions. En fait, quel est le lien entre la forte tension sur l'accès au logement et le fait de taxer, d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires? Je ne vois pas trop le lien. Deuxième question, combien de logements sont concernés? Donc, troisième question, quel montant on espère récupérer? Et quatrième question, quelle est l'affectation de ce montant? Qu'est-ce que vous allez faire de cette affectation? Parce qu'effectivement, nous sommes dans une zone de forte tension sur les logements, sur l'accès au logement, mais je vois vraiment pas la conséquence en augmentant la taxe d'habitation de 30%, même si c'est raisonnable par rapport au bassin d'Arcachon, mais on n'est pas au bassin d'Arcachon, d'augmenter cette taxe, et vous croyez que ça va libérer des logements et que ça va augmenter le nombre de possibilités pour les gens d'accéder à un logement social ou dans le privé. Je ne suis pas sûr que ça soit efficace.
On va peut-être prendre la question de Monsieur André aussi, si elle se recoupe ou pas. Mais je vous écoute, puis on essaiera de répondre aux 2 questions, enfin aux 4 d'un côté et suivantes. Monsieur André. Oui, bonsoir. Enfin, ça se recoupe un petit peu, mais c'est surtout nous pour communiquer le fait que nous allions voter contre cette délibération qui concerne une nouvelle fois une augmentation des impôts. Et comme beaucoup d'Artiguais, on aurait souhaité que vous trouviez d'autres moyens que d'augmenter systématiquement les impôts et les taxes. Et une question aussi, je ne vois pas comment en augmentant la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, vous allez faire baisser les loyers. Alors, bon, d'abord sur l'aspect technique des questions, c'est 21 ou 23, merci Monsieur Messier, donc 23 résidences qui sont concernées. Pour aujourd'hui, autour de 30 000 euros de recettes de taxes d'habitation. Ça veut dire qu'une augmentation de 30% pourrait théoriquement augmenter les recettes de la ville de 9 000 euros. Par contre, l'effet sur les... On voit que Artigues n'est pas un lieu de villégiature de résidence secondaire. Ce sont plutôt des gens qui ne remettent pas, qui héritent par exemple d'un bien et qui ne remettent pas leur bien... soit par négligence, soit par manque de temps, et ne remettent pas leurs biens soit en vente, soit sur le marché de la location. Donc on a des habitations qui d'une part se dégradent, qui ne sont pas habitées, qui risquent d'être squattées. Et donc tout cet élément d'incitation fait qu'il y a bien une incitation à remettre en location l'habitation dans ce cadre-là. Donc la recette sur les finances de la commune n'est pas sûre, puisque si effectivement ces 23 résidences sont de nouveau affectés à l'habitation, mais il n'y aura plus de taxes d'habitation, donc il y aura une baisse de recettes pour la commune. Mais bon, globalement, ça devrait s'équilibrer, puisqu'on imagine bien que les 23 résidences ne seront pas instantanément remises dans le circuit, mais c'est quand même l'objectif aussi de cette délibération. Voilà, je pense avoir répondu à peu près à toutes les questions. Madame Bricbosch. Monsieur le maire, bonsoir. Juste une petite question. Étant donné le peu de gens concernés par ce dispositif, avez-vous pris la peine, s'il n'y a que 20 à moins de 25 propriétaires sur Artigues, de venir les voir et leur demander pour quelles raisons ils ont leur résidence secondaire à Artigues, pour pouvoir dire d'emblée que ce sont des gens qui ont peut-être hérité, que leur logement est vacant, non habité, qu'il pourrait être remis sur le marché ou mis en location. Avez-vous fait au moins cette démarche d'aller voir ces 25 propriétaires, même pas 21, 23, je ne sais plus si c'est 21, 20, 23, 23. Voilà, voilà, tout simplement pour leur demander à eux pour quelles raisons ils avaient leur résidence secondaire à Artigues. Vous seriez peut-être surpris de savoir qu'il y a multiples raisons pour lesquelles ils l'ont, et que se sentir peut-être punis ou pour une raison qu'ils n'ont pas décidé. Voilà. Et je ne pense pas que 20 logements vont résoudre le problème du manque de logements sur la commune d'Artigues. Voilà. Si vous souhaitez faire partir les gens de la commune d'Artigues parce qu'ils sont en résidence secondaire, à mon avis, ils ne le feront pas. Ça ne va pas changer grand-chose. Mais par contre, je trouve vraiment dommage de penser qu'en libérant 20 logements, que vous ne libérerez peut-être pas, puisque vous ne savez pas pour quelles raisons ces gens-là sont en résidence secondaire, vous ne résoudrez absolument pas le problème du manque de logements sur la commune d'Artigues. Ça, c'est un fait qui me semble évident. Voilà. Après, si vous pensez que ce sont des gens qui peuvent payer 30% de plus, ça va vous rapporter 3 000 euros, non, 9 000, excusez-moi, 9 000. Bon, bah, écoutez, comme a dit M. Colombo, merci de nous dire à quoi ça va vous servir. Oui, effectivement, c'est une réponse à laquelle je n'avais pas porté. Alors, la première réponse, elle est technique, c'est que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas les moyens de connaître qui sont réellement les... D'abord, est-ce que c'est des Artiguais? On ne sait rien, on ne sait pas. Donc, on ne connaît pas direct... on n'a pas la possibilité, nous, dans nos systèmes, là, ce qui remonte, c'est 23 habitations et 23 fois la taxe. On n'a pas la possibilité de savoir quelles sont les résidences, sauf celles que l'on connaît parce que c'est un voisin, parce qu'on sait que la maison, c'est madame qui a hérité, etc. Donc, quelques-unes. Voilà. Pour les autres, on ne sait pas, effectivement. Donc, je ne sais pas si c'est des Artiguais ou non. D'autre part, je pense qu'on a eu X fois le débat. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont plus allergiques ou
plus sensible à la question des impôts que d'autres, mais je vous rappelle quand même que depuis 2012, ce sont 4 millions d'euros qu'il manque. Chaque année, il nous manque 600 000 euros d'aide de l'État. Alors on peut dire que 9 000 euros, c'est rien. Bon, on peut continuer à creuser pendant des années. Effectivement, voilà, on a été contraint d'augmenter les impôts, la taxe foncière, parce que la taxe d'habitation, il n'y en a plus. Donc il faut aussi quand même regarder ça. Oui, on a aussi besoin de ressources et donc on fait attention à récupérer des ressources quand on peut aussi en récupérer. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que, puisque s'il y a ne serait-ce que 5 ou 6 personnes qui remettent effectivement le bien sur le marché, qu'il y ait une recette qui sera sûre l'année prochaine, mais il y aura toujours eu cet effet de relance donc et de remise sur le marché de logement. Moi, je reçois régulièrement les samedis matins et de plus en plus de gens qui viennent me voir en me disant j'ai les moyens de payer, mais aujourd'hui, soit parce que je suis trop âgé, soit parce que les propriétaires demandent des choses excessives, je n'arrive plus à me loger, je ne sais plus comment faire. Donc il y a quand même une tension sur le logement, je ne sais pas si vous la sentez, mais moi je la ressens bien quand les gens viennent me voir, une tension très très importante sur le logement. Voilà, donc il est quand même dommage d'avoir des biens qui sont là, si c'est le cas, hein. Effectivement, je n'ai pas la connaissance fine, mais c'est une des hypothèses, et on en connaît quelques-unes. C'est probablement plus probable que des résidences de villégiature, on n'est pas au bord de la mer, même si Artigues a un cadre très agréable. Donc voilà, nous pensons qu'il y a un intérêt à la fois à essayer de remettre sur le marché ces résidences, et si elles ne sont pas remises sur le marché, ben, il y aura un petit effet effectivement sur les finances de la commune. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions, même si ma réponse ne vous satisfait pas, mais je vous ai donné techniquement... Excusez-moi voilà. quand même de réinsister, je ne pense pas de toute façon que ce soit avec 23 propriétés que vous allez résoudre le problème du non-logement sur la commune. Non, mais c'est pas non plus l'intention, mais c'est la politique aussi qui permet de faire une petite touche, et on utilise tous les leviers que l'on a pour faire en sorte de pouvoir à la fois faire habiter les gens sur Artigues. Monsieur Leroy, un complément. Juste une petite précision quand même, Madame Bricboche, parce que c'est quand même assez curieux d'entendre le discours que j'entends ce soir, en sachant que vous faites partie du groupe politique qui a promis pendant toute la campagne et pendant tout son mandat l'arrêt total de la construction de logements sociaux pour que les gens puissent habiter à Artigues. Donc c'était même l'élément clé de la discussion et de vos campagnes. Vous pouvez lever les yeux au ciel, tous les éléments sont factuels pour le dire. Donc c'est quand même assez curieux que ce soir vous veniez nous donner des cours de comment loger les Artiguais et Artigues après avoir prôné pendant des années l'arrêt total de la construction. Voilà, je m'en étonne. Si je peux me permettre de répondre. Madame Bricboche, je vous redonne la parole, et puis après beaucoup. ce sera la dernière intervention. Je m'arrêterai là. Merci. Il ne faut pas rentrer dans une polémique qui ne me concerne pas. Premièrement, je n'ai pas donné de cours, premièrement. Et deuxièmement, je vous rappelle, Monsieur Legault, que je ne faisais pas partie de l'équipe municipale précédente. Merci. Bon. Voilà, donc nous n'avons pas tous le même avis, évidemment, sinon on serait tous du même côté de cette table. Donc je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Donc 8. Qui est pour? Le reste. Donc merci. Donc à la majorité, la délibération est adoptée. Monsieur Messailly pour la délibération 64 cette fois-ci. Oui, merci Monsieur le maire. Je rappellerai juste, je donnerai juste un point de contexte lié aux annonces du président de la République tout à l'heure sur les finances publiques. L'association des maires de France, tous bords politiques confondus, attendait une revalorisation de la DGF, qui est une des principales ressources de la commune, des principales recettes de la commune, liées à l'inflation. L'inflation fait que le pouvoir d'action des communes, et pas le pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'action des communes diminue. L'association des maires de France tablait sur une réévaluation d'1,2 milliard d'euros pour la DGF. C'est plutôt 200 millions d'euros qui a été arbitré par le président de la République. Donc, toutes les possibilités pour permettre à la commune d'avoir plus de leviers d'action sont bonnes à prendre. Je reviens donc à la délibération 64, délibération plus technique qui concerne donc la création d'un groupement de commandes, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le CCS et la ville d'Artigues. Le contexte, il est que la société VHV Assurance France, donc qui est titulaire de notre marché d'assurance responsabilité civile, dommages aux biens depuis quelques 2 ans,
a fait part de sa volonté donc, de résilier le contrat d'assurance qui nous lie. C'est une décision unilatérale, comme il en existe maintenant de nombreuses, et il y a un véritable précédent au sein des collectivités locales, les assureurs qui gagnent le concours, qui gagnent la soumission, de plus en plus se défaussent et souhaitent résilier unilatéralement. Ça arrive aussi à de nombreux particuliers, mais ça arrive aussi aux collectivités. Cela dit, sur les collectivités, ça commence à faire boule de neige. Et aujourd'hui, Artigues voit son contrat résilié par l'assureur. Et on s'est interrogé sur la manière de passer à un meilleur contrat qui soit plus protecteur pour nous, mais à la fois équilibré aussi pour nos partenaires. Donc on propose aujourd'hui la création d'un groupement de commandes pour passer un seul et unique contrat entre le CCAS et la ville d'Artigues. Ce groupement de commandes, il a pour but donc de nous trouver une dommage aux biens et aux risques annexes, une responsabilité civile risque annexe, le risque statutaire du personnel, la protection juridique des agents et des élus, la flotte automobile. Et donc on vous propose d'une part de désigner la ville d'Artigues comme membre coordinateur du groupement avec le CCAS et d'autoriser donc Monsieur le maire à signer une convention constitutive de ce groupement en vue de la passation de ce marché et d'autoriser évidemment Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération. Merci Monsieur Messailly. Question, Monsieur Colombo. Oui. Oui, merci Monsieur le maire. En fait, j'aurais voulu savoir pour quelles raisons il y a eu une résiliation de l'assureur, puisqu'en principe ça se fait en fonction de la sinistralité, sûrement. Donc quel type de sinistralité, dans quelle catégorie de sinistralité nous étions impactés pour pouvoir au moins réfléchir à l'avenir et améliorer le contrat. Monsieur Messailly. Merci Monsieur le maire, Monsieur Colombo, pour effectivement c'est naturellement lié à une sinistralité de toute façon, sinon l'assureur n'a pas la possibilité de se retirer sans motif. Là en l'occurrence on a eu un événement non responsable, donc quelqu'un nous a endommagé le portail, on n'a pas réussi à retrouver la personne et finalement l'assurance a dû prendre en charge comme sa responsabilité l'impose, comme le contrat l'impose, et elle a pris en charge la réhabilitation du portail, et derrière, elle nous a proposé simplement de résilier, comme ça arrive pour les accidents non responsables que tout à chacun peut avoir en voiture. On n'est pas forcément obligé d'être responsable pour que l'assureur vous impose de quitter le contrat. Donc là, en l'occurrence, il y a cette sinistralité-là. L'événement majeur, parce qu'il y a de la sinistralité, qui d'ailleurs ne fait pas systématiquement l'objet de déclaration, parce qu'il ne faut pas non plus agiter le chiffon rouge, et des fois la surdéclaration, je dirais, de petites sinistralités fait fuir les assureurs. Là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout une petite sinistralité. On a eu cet événement sur le portail à Fédot. Ça a mené au fait que l'assureur veuille partir. Je lui dirais, grand bien lui fasse, et il ne va pas nous manquer. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur Cholet. Oui, je m'interrogeais, moi, Monsieur le maire, sur l'éventualité de faire un groupement de commandes d'assurance avec Bordeaux Métropole. Je ne sais pas si ça existe en amont avec des mutualisations. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir puisqu'on parle de regroupement CCAS communes, est-ce qu'à Bordeaux Métropole, il n'y a pas possibilité, dans le cadre de la mutualisation, d'avoir des tarifs préférentiels avec un assureur qui travaillerait à l'échelle de Bordeaux Métropole? Alors, on fait des groupements de commandes sur divers types de marchés publics, mais ouais. sur la partie assurance, alors c'est un débat qui se cause. Plusieurs communes ont ces difficultés-là de plus en plus. Donc, est-ce qu'un jour on arrivera à faire ça à l'échelle de toute la métropole? Je ne sais pas. Génial. Mais aujourd'hui, c'est pas encore lancé, pas encore mutualisé, mais ça pourrait peut-être venir. En tout cas, c'est pas le cas. Et puis il y a la question des temporalités des communes pour faire en sorte que les marchés s'arrêtent au même moment et reprennent. Mais peut-être que effectivement, ça pourrait être quelque chose que l'on peut envisager dans le futur. Une précision de la difficulté, c'est le périmètre aussi. On est 28 communes, vous avez parlé, Monsieur le maire, donc les différentes temporalités, mais c'est aussi le périmètre. Imaginez pour une commune comme Artigues, le périmètre que ça peut représenter, étant donné notre patrimoine. Donc là, si on a 28 communes, quelques 6000 agents à Bordeaux Métropole ou plus, je ne sais pas, ça fait quand même un périmètre beaucoup trop vaste
pour ce genre de choses. Mais effectivement, il y a peut-être possibilité de réfléchir à l'échelle de la rive droite ou de quelques communes. En plus, l'île, c'est 127 communes, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Donc, Monsieur, votre micro, s'il vous plaît. Pardon, pour l'enregistrement, malgré tout. Monsieur Excusez-moi. Il y a des découpages sur l'île qui existent, des découpages sectoriels. Effectivement, 127 communes qui composent la métropole lilloise. Et il y a des découpages qui s'opèrent par zone géographique. Et ça fonctionne, en fait. C'est pour ça que je me suis permis de solliciter monsieur le maire en ce sens, parce que c'est peut-être des choses qu'il faut envisager à moyen terme. Je dirais même presque rapidement, parce que vous parliez des particuliers tout à l'heure. On a effectivement ce phénomène-là à l'échelle du particulier. Ouais. Oui. Bien. Oui, monsieur Colombo. Oui, merci, monsieur le maire. On a parlé jusqu'à présent des dommages aux biens, mais j'aurais voulu surtout aborder la responsabilité, enfin les risques statutaires au personnel, qui est un volet très important et où il faudra faire très attention parce que c'est ce qui coûte énormément. Et c'est un risque grandissant, puisqu'il y a beaucoup d'arrêts, que ce soit dans la commune ou dans d'autres entreprises, il y a beaucoup d'arrêts maladie ou de risques. Donc ça a un coût. Et donc il faut aussi envisager d'avoir une bonne protection sur la responsabilité des risques statutaires. Absolument. Mais tant que comme disait M. Messey, quand les assureurs qui remportent les marchés finalement, dès l'augmentation de sinistralité s'en vont, ça devient un peu compliqué, mais on y veillera. Je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc à l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Et je vais passer la parole à Madame Winter pour la 65. Bonsoir à tous. Délibération donc 2023-65. Il s'agit de l'avenant 2 de la délégation de services publics relative à l'exploitation, gestion et entretien de l'établissement multi-accueil de la petite enfance et les crèches Les Rêves Bleus. Donc la ville a concédé par contrat la gestion de la crèche Les Rêves Bleus de la société Popple & Baby jusqu'au 30 avril 2025. Au moment de la signature du contrat, le partenariat avec la CAF était couvert par le dispositif du contrat enfance-jeunesse et la ville a depuis basculé sous le régime de convention territoriale globale, CTG. Donc, le contrat signé avec les concessionnaires dans le cadre de la gestion de la crèche Les Rêves Bleus a prévu cette hypothèse en son article 26, dans la mesure où les modalités de financement des actions par la CAF dans le cadre de la CTG sont différentes de celles existantes sous le CEG. Donc, au moment de la signature du contrat, la ville avait ainsi anticipé les conséquences du passage de la CTG, donc indiquant dans le contrat qu'un avenant serait signé en cours d'exécution. Donc plus concrètement, la CTG prévoit que le bonus territoire est directement perçu par la structure à l'origine des actions, donc la crèche Les Rêves Bleus, et non par la ville. Les relations financières entre la ville et le concessionnaire s'en trouvent donc par conséquent modifiées. Donc l'objet de l'avenant numéro 2 est ainsi de prendre en compte contractuellement ces évolutions des modalités de financement des services induites par la CTG. Donc afin de garantir également un équilibre économique du contrat de concession. Voilà. Merci Madame Winter. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Merci Madame Winter. Nous passons au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, cette délibération est adoptée. Je vous en remercie. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Bertrand pour la délibération 66. Alors, cette délibération a pour objet les modifications du règlement intérieur de nos structures d'accueil social. Donc, pourquoi et comment on est venu à modifier ce règlement? C'est tout simplement la cause et la conséquence des échanges que l'on a régulièrement avec les enfants, les parents, nos animateurs durant l'exercice de leur fonction pendant l'année scolaire. Et tout simplement pour faire vivre la continuité éducative entre les familles et la mairie. Alors,
c'est vrai que cette délibération, il y a 11 points qui sont notifiés. Bon, je ne vais pas les énumérer tous, hein. Je vais simplement souligner ceux qui me paraissent importants. Donc le point 1, c'est surtout l'inclusion des enfants à besoins particuliers. Je rappelle quand même que l'inclusion des enfants à besoins particuliers, c'est la suite logique et cohérente de la politique de l'équipe municipale d'Alain Garnier en lien avec le plan d'action de la CTG. Bon, je ne vais pas vous rappeler les axes, les objectifs opérationnels, les actions, mais donc cette première modification, l'inclusion des enfants à besoins particuliers, est en lien direct avec la CTG. Bon, après, un deuxième point que je soulignerai qui me semble important, c'est les transports des collégiens qui sont désormais assurés par Bordeaux Métropole. Avant, c'était la commune qui assurait les transports. Un autre point qui me semble important, c'est la modification des tranches d'âge des CLSH. Il y a donc 3 tranches d'âge, 3-6 ans, 6-12 ans et 12-17 ans. Un autre point important, il y a davantage de places en école multisport. On passe de 25 places à 28 places. Et enfin, mise en place d'une nouvelle tarification pour la restauration scolaire. C'est celle qui a été votée récemment en ce qui concerne les QF-CAF et la restauration. Voilà. Donc, je ne vous parle pas de tous les autres points. Pour moi, ce sont des points accessoires. Les points essentiels sont ceux que je vous ai mentionnés. Merci, Monsieur No. Y a-t-il des questions? Monsieur Colombo. Merci, Monsieur le maire. Alors, effectivement, il y a des points supplémentaires qui ont été rajoutés et qui sont positifs, hein. L'inclusion des enfants, c'est une très bonne chose, même si c'est une obligation. Mais au moins, c'est pris en compte, c'est fait et c'est très bien. Par contre, il y a encore quelques petites choses qui m'interpellent. Déjà, pourquoi changer le règlement intérieur après la rentrée et pas l'avoir fait avant? Ça aurait été mieux, parce que ça veut dire que tous les parents ont fait les inscriptions avec connaissance d'un règlement intérieur qui va changer. Deuxièmement, la tranche d'âge 12-17 me paraît très très large et un peu trop large. Des enfants de 12 ans et avec des enfants de 17 ans, c'est pas forcément en adéquation. Ils n'ont pas forcément les mêmes activités. Les tarifs ne sont pas du tout indiqués sur le site internet de la commune. Il est juste indiqué que les tarifs sont remis lors de l'inscription. Ça serait bien de pouvoir avoir accès aux tarifs librement avant de faire une quelconque inscription. Et deuxièmement, il y a toujours ce point qui me contrarie énormément, c'est cette pénalité maintenant de 10 € qui sera appliquée aux familles qui n'ont pas respecté à plusieurs reprises le règlement intérieur. Alors déjà, quelle est la définition de plusieurs reprises? À quel moment? Ça veut dire combien de fois? C'est pas précis. À un moment donné, il va falloir être précis. C'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est à la tête du client, c'est en fonction de quoi? Et puis 10 € de pénalité, c'est énorme sur le tarif que nous pratiquons pour la périscolaire. C'est énorme. Alors, Monsieur No. Oui, je vous réponds sur la pénalité de 10 €. Bon, il est évident que c'est une question de forme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'année passée, sur les 850 parents enfants qui ont fréquenté nos structures, un seul parent s'est trouvé en situation de retard par rapport à cette pénalité. Donc c'est vrai que sur le nombre, on considère qu'un parent sur 800, c'est portion congrue. Et le fait de payer 10 €, pour répondre à votre question de façon plus précise, c'était durant les vacances d'été. Cette personne a oublié son enfant au moins 3 fois. Donc après, il faut penser qu'il y a quand même des animateurs qui travaillent dans des temps impartis. Nos animateurs sont obligés d'attendre après 18h30, par exemple, que ce parent veuille bien récupérer son enfant. Alors, une fois, ça passe, 2 fois, éventuellement 3 fois. Donc, sur l'ensemble des familles, une famille a été pénalisée. Donc, j'estime que c'est un petit pourcentage par rapport à l'ensemble des familles.
Alors ensuite, sur les tranches d'âge, bon, écoutez, c'est un choix qui a été fait, étant donné qu'il a été dit précédemment que l'espace jeune avait quelques problèmes de fonctionnement. Donc, pour régler ces problèmes, mais des problèmes qui vont être réglés, hein, certes, pour rétrécir nos capacités d'accueil, on a donc ciblé 3 tranches d'âge. Alors ensuite, les tarifs ne sont pas indiqués, effectivement, les tarifs ne sont pas indiqués, mais je pense que ça, ce n'est pas un scoop, parce que bon, ça a été délibéré en conseil municipal en fonction des 13 tranches d'âge, des 13 tranches de QF-CAF qu'on a définies. C'est vrai qu'il faudrait le mentionner qu'à telle tranche d'âge, telle tranche de QF-CAF correspond tel montant. Voilà. Oui, je vais faire un petit complément sur les 12-17 notamment. On sait que bien souvent, au-delà de 15 ans, c'est assez rare que les enfants viennent. Donc le risque qu'on a un enfant de 17 ans avec un enfant de 12 ans, il est extrêmement rare, mais on préfère le laisser quand même si voilà, il arrive avec un enfant, soit pour une raison ou que des parents, pour une raison ou pour une autre, soient coincés. Et c'est une possibilité qui est quand même offerte et on préfère la laisser de ce côté-là. Bon, sur la question de la pénalité, on essaie de l'appliquer de manière humaine. Alors, c'était pas précisé. Alors, les gens pensaient qu'on allait l'appliquer dès la première fois. Donc là, la notion quand même de retard répété, on sait un petit peu ce que ça veut dire. Ça permet de dialoguer avec les parents. Et puis, il peut y avoir des retards répétés qui, par hasard, sont justifiés. La voiture tombe en panne, etc. Bon, et qui arrivent 3 fois de suite. Donc, si on avait dit 3 fois de suite, on était obligé de l'appliquer aussi. Donc là, on essaye de, encore une fois, faire du dialogue. Et c'est aussi notamment les modalités d'inscription que l'on prône depuis maintenant 2 ans au moins. On souhaite avoir le contact avec les parents et tout ne se fait pas derrière l'informatique, même si ça peut être pratique dans certains cas. On souhaite au moins une fois par trimestre environ voir les parents et pouvoir leur dire et avoir le dialogue avec les parents pour les inscriptions et les retours du fonctionnement avec leurs enfants. Voilà à peu près ce que l'on pouvait dire. Est-ce qu'on a répondu à vos questions, M. Colombo? Oui, monsieur le maire, vous avez répondu. Alors après, ça ne me convient pas forcément sur la pénalité, parce que j'entends l'explication de la personne qui a oublié son gamin 3 fois pendant les vacances. J'entends, et c'est pas normal, et ça doit être sanctionné quelque part. Mais il y a d'autres façons aussi de sanctionner. Au bout d'un moment, on peut aussi le refuser en disant on ne le prend plus parce qu'il y en a d'autres sur la liste d'attente aussi qui ont peut-être. Mais 10 € de pénalité, en plus en l'écrivant juste en disant à plusieurs reprises, c'est voilà. Donc, alors je ne dis pas que j'ai la solution, hein, mais à mon avis, il va falloir quand même réfléchir à autre chose. Parce qu'en plus, 10 € de pénalité, pour certains, ça peut être énorme. Je ne sais pas ce qui est le pire, effectivement, en termes de pénalité, mais ça, c'est comme toutes les sanctions. Quand la police vous arrête, il y a différents niveaux de sanctions. Donc là, on a estimé que celle-ci, elle pouvait être dissuasive. Encore une fois, on l'applique en discutant. Exclure un enfant parce que les parents les ont oubliés, je ne sais pas ce qui peut se passer. On peut avoir des gens, il me semble que c'est ce que vous avez proposé, mais comme vous dites, voilà, on évolue sur ce point-là, parce que l'année dernière, c'était peut-être pas précisé, on pouvait entendre ou comprendre que c'était dès la première fois. Là, on parle de retard répété. Encore une fois, je pense que chacun doit comprendre un peu ce que ça veut dire, ce que ça fera en pratique, sachant qu'on parle de très très peu de cas en réalité. Voilà. Bon, écoutez, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer au vote sur cette délibération. Donc, qui est contre? Donc, 2 voix. Qui s'abstient? Et donc, qui est pour? Je vais demander de lever la main. Merci. Donc, la majorité, la délibération est adoptée. Et donc, Monsieur No, pour la délibération 67 sur le BAFA. Alors, la délibération 67 concernant le BAFA, c'est une délibération qui peut paraître simple dans sa forme d'écriture, mais qui est complexe dans son contenu. Donc, d'abord, le BAFA, qu'est-ce que c'est? Bon, le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Donc, il se déroule en 3 sessions d'1 semaine. Il y a un stage théorique d'1 semaine, il y a un stage pratique d'1 semaine et il y a un stage de perfectionnement d'1 semaine. Alors, le BAFA, pour qui? Il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Alors, le BAFA, par qui? Ce sont des prestataires qui sont agrémentés par Jeunesse et Sport. Alors, le BAFA, pourquoi?
vue par la municipalité. Hein. La volonté de l'équipe municipale est d'aider les jeunes à présenter le BAFA en lien avec le plan d'action de la CTG. Bon, je vous situe hein, l'axe 2, l'objectif 9 et l'action 20. Donc, ce qui nous a incité à aller en profondeur sur le contenu de cette délibération et la présentation du BAFA, au regard du coût de cette formation, qui est de près de 1 000 € en fonction des prestataires, ça pourrait être un frein à l'engagement des jeunes vers cette activité. La municipalité propose de revoir les modalités de mise en place, au moins pour 2 raisons. La première raison, pour accompagner les jeunes bénéficiaires dans la constitution d'un dossier qui est très complexe. Et une deuxième raison, avoir une meilleure maîtrise des dépenses de l'argent public utilisé. Je me souviens qu'il y a 2 ans, M. Chollet avait fait une remarque justement sur le manque de lisibilité de gestion de l'argent public. Donc on a essayé avec la directrice du pôle d'avoir un meilleur contrôle de ces dépenses. Alors bon, dans la délibération, ont été identifiés 5 points. Bon, je vous fais l'économie des 5 points qui ont été identifiés. Je m'arrête simplement sur les nouvelles modifications. Donc les nouvelles modifications, à mon sens, il y en a une qui est très importante. C'est la mise en place d'un planning d'attribution des aides par une commission en fonction des demandes dans l'année. Donc cette commission, en fonction des demandes des bénéficiaires, il y aura une commission qui se réunira en février, une commission qui se réunira en juin et une commission en octobre. Alors, la nouveauté, moi ce que je trouve novateur, c'est la composition de la commission. Le but de cette commission est d'analyser les dossiers de candidature. Donc, la composition de cette commission, il y a 2 élus de la majorité, monsieur le maire, l'élu du pôle éducation et un élu de la commission enfance-jeunesse et la directrice du pôle éducation. Un autre point important, c'est que le versement de l'aide à l'organisme dès l'inscription sur devis nominatif validant l'inscription du candidat. Bon, je vous promets que c'est d'une complexité assez particulière. Alors, cette aide, l'aide accordée jusqu'alors était de 200 €. Cette aide passe à 300 €. Alors, cette aide est versée en 2 temps. 200 € sont versés pour la première partie théorique du BAFA. Et la deuxième partie est versée, 100 € versés pour la 3e partie du BAFA. Pourquoi la 3e partie du BAFA? C'est pour inciter les jeunes à aller au bout de la formation. Puisque des fois, ils pourraient ne pas aller jusqu'au bout de la formation et arrêter en cours de formation. Et enfin, un point qui me paraît très, très, très important, c'est la réalisation d'une contrepartie dans les structures municipales, dans les 12 mois suivants la réception du courrier notifiant l'attribution. Alors, cette contrepartie, le bénéficiaire s'est engagé dans une convention à rendre à la communauté 5 journées de 9h30 avec un projet construit par lui-même. Voilà. Et donc la commission aura pour but d'analyser les différents dossiers et puis d'attribuer l'aide ou ne pas attribuer l'aide en fonction de la constitution des dossiers. Bon, là, je suis synthétique sur la présentation du fond de cette délibération, mais c'est vrai que c'est quand même d'une assez grande complexité. Voilà. Merci, Monsieur No. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Bien, merci pour cette présentation détaillée. Je vous propose donc de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Bien, l'unanimité, cette délibération sur le BAFA est adoptée. Je vous en remercie. Et donc la délibération 68, Monsieur No. Alors, l'objet de cette délibération, c'est une convention de délégation partielle avec Bordeaux Métropole, c'est-à-dire une autorisation. Alors, quel est l'objet? Bordeaux Métropole gère l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires. Bordeaux Métropole peut confier par convention
une partie de ces transports à des autorités organisatrices de second rang. Donc, cette délibération fixe par convention les rôles respectifs de Bordeaux Métropole et de la ville d'Artigues-Près-Bordeaux à l'égard de ses usagers et à l'égard des transporteurs. Donc, dans le cas de cette convention, la ville d'Artigues-Près-Bordeaux verse 10% de participation à Bordeaux Métropole, et c'est la seule contrepartie que la ville doit à Bordeaux Métropole. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Colombo. Oui, juste une petite remarque, merci Monsieur le maire. Sur cette convention qui date déjà de l'année dernière, hein, c'est la même. Hein, c'est dommage parce qu'on ne voit pas la différence, parce qu'il n'a pas été sorti. Il aurait fallu préciser que c'était les scolaires primaires qu'on gérait, que la commune avait cette délégation-là par la métropole pour gérer les scolaires des primaires, parce que les collégiens, on ne les a pas. Ça a été une DLSP qui a été confiée à TBM. Donc, c'est pas précisé. Donc, on ne sait pas si on a l'impression, là, en lisant la convention, que c'est la totalité des transports scolaires. C'est pas le fait. C'est que les transports scolaires des primaires que nous avons comme par délégation de la métropole. Oui, Monsieur No pour répondre. Monsieur Colombo, dans la modification du règlement intérieur, il y a justement un point qui précise que les transports scolaires, c'est une modification du règlement intérieur. Donc, c'est mentionné que les transports sont, pour les écoles secondaires ne sont plus assumés par la municipalité. C'est inscrit dans le règlement intérieur. Monsieur No, je comprends bien, j'ai bien lu le règlement intérieur, mais je ne parle pas pour l'information des Artiguais, je parle de la convention. C'est une convention qui parle de transport scolaire, mais elle n'est pas précise. C'est qu'une partie des transports scolaires que nous gérons. Et donc, je trouve étonnant que la métropole n'ait pas fait une convention précisant bien que c'est les transports scolaires des établissements primaires de la commune qui nous sont dévolus par délégation. Parce que dans le règlement intérieur, c'est le règlement intérieur. Moi, je parle d'une convention. Là, je parle de la convention. Le règlement intérieur, la convention, il ne sera pas dedans. Le règlement intérieur, c'est pour les Artiguais. Là, je parle de la convention en elle-même. C'est la même que l'année dernière, sauf que ça a bien changé. Oui, effectivement, donc c'est une convention qui nous a été envoyée par Bordeaux Métropole qui concerne toutes les communes. Donc il n'y a pas eu cette précision, mais par ailleurs, quand on travaille avec Bordeaux Métropole, on a bien le détail des circuits, le nombre de circuits, on a des communications régulières. Et effectivement, il est maintenant de notoriété publique. C'est bien Keolis qui a repris la partie donc pour les collèges. Donc néanmoins, c'est la même délibération que l'année dernière. Voilà, donc la faire modifier par Bordeaux Métropole, comme c'est la même pour toutes les communes, ce serait quand même assez compliqué dans les délais maintenant qui sont impartis en plus. Voilà, je vous propose de passer au vote. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Bien, à l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Et on essaiera de faire remonter à Bordeaux Métropole malgré tout votre remarque, M. Colombo, pour l'année prochaine. Alors, je passe la parole maintenant à Mme Lesbatz pour la 69. Merci, Monsieur le maire. Donc, première délibération, c'est une convention de partenariat avec l'association Lettres du Monde. C'est une convention que nous répétons depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis à peu près, je pense, la création de cette association, qui effectivement doit avoir une vingtaine d'années, qui permet de sensibiliser, de mieux faire connaître la littérature étrangère et la culture étrangère. Donc, comme tous les ans, nous recevrons une autrice, en cette année canadienne, qui s'appelle Bianca Joubert, le 22 novembre. Et nous profitons aussi de cette association pour, depuis l'année dernière, proposer aux Artiguais un festival qui s'appelle In Situ début juillet et qui correspond à un marathon littéraire dans des lieux insolites. Et cette année, c'était à Saint-Leu. Donc, la somme que nous devrions verser s'élève à 880 € à l'association Lettres du Monde. Merci. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 69 est adoptée. Je vous en remercie. Madame Lesbatz, toujours pour la 70. Oui, alors c'est une demande de subvention à la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles,
pour aider à financer donc un renouvellement et une amélioration et compléter aussi l'équipement informatique de la médiathèque. Cette demande, en fait, il y a 2 demandes, mais cette année, on demande seulement à la DRAC. L'année prochaine, on fera une demande au département sur un total de dépenses qui est de 9 146,92 € hors taxes. Et qui correspond à... alors, il y a un vidéoprojecteur dans la salle d'animation qui est d'origine, hein, c'est-à-dire qui a plus de 20 ans, et qui n'est plus en cohérence avec les matériels utilisés. Et au niveau de l'enceinte de la médiathèque et du pôle multimédia, il y a des tablettes, des liseuses, du matériel aussi, jeux vidéo qui fonctionne très très bien et qui permet d'attirer une population nouvelle au sein de la médiathèque. Il faut savoir que depuis aussi un peu plus d'1 an, il y a les soirées vidéo qui ont un énorme succès. Voilà, je pense vous avoir donné l'essentiel des informations concernant cette délibération. Merci. Et aussi dire que c'est en cohérence aussi avec l'emploi service civique qui sera dévolu à ce service-là. Merci. Donc c'est une subvention donc de 50% du montant. Avez-vous des questions? Pas de questions? Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus à l'unanimité. Cette délibération est adoptée. Merci. Et la 71, Madame Lesbatz. Oui, c'est encore une convention, une signature de convention avec Unicité, qui est en partenariat avec la métropole, pour l'accueil de services civiques. La métropole nous a contactés pour nous proposer effectivement de 2 à 4 services civiques en faveur des mobilités douces, pour aider à monter ou à compléter des projets autour des mobilités douces, alors vélo ou autres moyens de déplacement, hein, et ça peut être transport en commun, enfin tout un tas d'animations que l'on pourrait avoir envie de mener. Ça compléterait effectivement déjà un engagement de la commune important sur ce sujet. Je ne vais pas vous énumérer non plus toutes les actions que nous avons menées dans le cadre des mobilités douces. Et je voudrais justement en profiter pour vous dire que nous sommes lauréats sur plus de 500 candidats, qui sont soit des entreprises, soit des communes. Nous avons été, on a eu le premier prix des communes ou collectivités ou entreprises qui sont entre 100 et 499 agents. Donc c'est une reconnaissance du dynamisme du service et une motivation des agents, puisqu'il y a eu pratiquement 40 agents mobilisés, avec une augmentation de leur investissement par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était une mobilisation sur 2 jours. Cette année, ils se sont mobilisés sur une semaine complète. L'année dernière, en équivalent kilomètres, je crois que c'était 1000 km parcourus en mobilité douce. Cette année, ils ont doublé, hein, puisque c'était autour de 2000 km. Donc l'année prochaine, justement, toujours dans ce cadre-là, on a quelques petites idées. Et en particulier, ces services civiques ont pour but aussi de monter des projets avec une commune voisine. Donc je vous en dirai un peu plus long si on trouve effectivement la commune voisine avec qui on pourra monter un projet ensemble. Il se trouve qu'il y a 6 communes sur la commune, il n'y a que 6 communes sur la commune, sur la métropole qui peuvent bénéficier de ces services civiques qui sont gratuits pour nous, c'est-à-dire que la part de l'État leur est versée automatiquement. Le complément d'indemnité, c'est Unicité, enfin c'est la métropole qui le verse, ce complément de 103,02 €. Et nous devons proposer, de mettre à disposition un local, une personne qui coordonnera, ça sera Arnaud Agé, et leur permettre, s'ils en estiment le besoin, de manger au restaurant scolaire. Voilà. Merci. Avez-vous des questions? Non, je ne vois pas de questions. Eh bien, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus à l'unanimité. La délibération est adoptée. Je passe la parole à Madame Brochard pour la dernière délibération de la soirée.
du Conseil, donc le numéro 72, chèque carte. Bonsoir. Donc, il s'agit du deuxième versement pour les chèques cartes. Il s'agit du dernier versement pour le chèque carte. Donc, on a plusieurs associations qui ont fait la demande. Alors, le handball, 28 coupons, 560 €. Football, 7 coupons à 20 €, 140. Tennis club d'Artigues, 300 €. La CMM, c'est le théâtre, 15 coupons, 300 €. Budokai Artigues, c'est un coupon, 20 €. Artigues Basket Club, 5 coupons, 100 €. Et les éclairs Louveteau de France, un coupon, 20 €. Je me permets aussi de rappeler qu'il existe le passeport. Vous connaissez certainement ce système qui a été mis en place par le ministère des Sports et qui permet d'attribuer 50 € à tous les jeunes de 6 à 17 ans qui bénéficient, enfin, dont les parents bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire. Également pour les handicapés qui touchent l'âge de 16 à 30 ans. Et enfin, ce qui est un petit peu nouveau, ce sont les étudiants qui bénéficient d'une bourse ou d'une aide par le Crous. Et les étudiants, ça va jusqu'à 28 ans. Donc, ce passeport est un plus, 50 € plus 20 € du chèque carte. C'est vrai qu'on fait tout pour aider les jeunes qui s'inscrivent à un sport. Si vous avez des questions. Merci. Avez-vous des questions ou des remarques? Non, pas de questions, pas de remarques? Bien, écoutez, je vous remercie. Nous allons passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Et je vais clore le conseil municipal. Mesdames et messieurs, merci et très bonne soirée. Merci. À bientôt.